toutes et à tous, et au nom des 4 partenaires que sont l'État, le Conseil régional Bretagne, l'Établissement public foncier de Bretagne et bien sûr la Banque des territoires, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du cycle d'animation Les territoires innovent pour un foncier responsable. Tout d'abord, quelques mots sur les territoires innovent, simplement pour vous dire que c'est un réseau qui s'adresse prioritairement aux élus des communes et intercommunalités de Bretagne, et à leurs équipes techniques bien sûr, et qui accueille aussi très largement les acteurs de l'aménagement durable qui les accompagnent. Le réseau est centré sur le partage d'expériences des collectivités à travers des webinaires thématiques qui visent la sobriété foncière, le renouvellement urbain et le dynamisme des centralités. En 2024, nous avons eu ensemble l'occasion de partager des expériences sur l'approche économique des projets d'aménagement sur friche, avec 4 webinaires courts sur les communes d'Ivignac-Latour, Saint-Malo, Quessoy et Pontcroix. Nous avons également traité de la question de la rénovation patrimoniale de 2 projets en centralité sur les communes de Tréguier et Noyal-Muzillac. Nous nous sommes intéressés aux opérations de revitalisation des territoires du pays des Abers et de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Nous avons questionné la place de l'eau dans 2 projets d'aménagement sur Pipriac et Plérin. Et enfin, nous avons examiné la question du foncier dans les zones d'activité économique avec les expériences de Rennes Métropole et d'Inan Agglomération. Vous avez également eu l'opportunité cet été, avec le soutien des Territoires Innov, de participer au cycle de visite qui avait été organisé par l'association Brudel sur le sujet des aménagements adaptés au changement climatique sur les communes de Saint-Juvat, Tréflé, Saint-Aignan et La Haye-Fouessière. Alors, toutes ces rencontres ont fait l'objet de capitalisation. Ce sont des ressources qui sont mises à votre disposition ou qui sont relayées sur la page internet de l'Adréal Bretagne, qui est dédiée au réseau Les Territoires Innov. Vous pouvez y accéder d'ailleurs directement depuis la page d'accueil du site internet. Et pour conclure cette année 2024, nous vous proposons un dernier cycle de 2 webinaires, plutôt courts, que nous avons intitulé « Des collectivités qui rendent leurs habitants acteurs de la sobriété foncière ». En effet, l'objectif de zéro artificialisation nette nécessite un changement de paradigme en matière d'urbanisme et d'aménagement. Puisqu'après des décennies d'étalement urbain, la question se pose de savoir comment on peut renouveler et densifier les cœurs de ville et cœurs de bourg sans se heurter à l'opposition des habitants. Et nous nous posons la question, si une partie de cette réponse se trouve dans la place active donnée aux habitants par les collectivités dans leurs projets, et c'est donc cette piste-là que nous vous proposons d'investiguer aujourd'hui à travers les témoignages de 2 collectivités, Saint-Martin-des-Champs qui est là aujourd'hui avec nous, et puis Grand Fougeray qui sera avec nous jeudi prochain. Et nous espérons bien sûr que la diversité et la qualité de leurs témoignages vous permettront de nourrir vos projets territoriaux. Le webinaire est animé par Margot Rapatron d'Auxilia Conseil. Elle est accompagnée de Simon Korn, avec qui je vous laisse, et je vous souhaite bien sûr à toutes et tous un bon webinaire. Merci beaucoup pour cette excellente introduction et sans plus de transition, je vous propose de passer au quiz. Alors, le quiz, donc, pour ceux qui connaissent, vous allez voir apparaître sur votre écran une petite fenêtre de vote, et vous permettra de choisir la réponse à la question suivante. À combien s'élève la surface en hectares d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu'on appelle les ENAF, consommés entre 2011 et 2021 en Bretagne? D'après vous, est-ce que c'est... Oh, ça ne s'affiche plus. Est-ce que c'est plutôt 12 492 hectares? Est-ce que c'est plutôt 17 926 hectares? Ou est-ce que c'est 23 265 hectares? On vous a mis un petit rappel d'équivalence. Un hectare représente à peu près un terrain de foot ou un parking de 400 places de stationnement. Donc, d'après vous, voilà, combien s'élève cette surface des naves consommées en une décennie en Bretagne? Alors, ça y est, je vois que vous êtes saisi de l'outil, que vous répondez progressivement. Et ben, je vous propose de mettre fin au sondage et de partager la réponse. Donc, une majorité de répondants a choisi la réponse B et c'est une excellente réponse. Puisqu'en effet, ce sont bien 17 926 hectares qui ont été consommés sur cette dernière décennie, ce qui représente environ 0,7% de la superficie totale de la région Bretagne, qui s'étend sur 2,7 millions d'hectares. C'est donc la 2e région juste après l'Île-de-France en termes d'artificialisation sur cette décennie, au prorata de la taille de la surface régionale. Et ce qu'on observe sur le petit graphique que vous avez à l'écran, c'est que finalement, on a eu une diminution assez importante, on peut dire, de ce rythme d'artificialisation
Entre 2011 et 2015, vous le voyez, on est plutôt sur une diminution constante. Et à partir de 2015, eh ben, ça oscille de nouveau légèrement en dents de scie jusqu'à l'année 2021, euh, où voilà, on a connu des augmentations puis des diminutions. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur une réduction. Et ce qu'on observe également, c'est que 74% de cette artificialisation est dédiée à l'habitat. Vous le voyez, la part est plus importante que celle de la consommation liée à l'activité. Voilà, je vous propose de passer à la question suivante. Sur le même principe, donc, vous allez avoir la petite fenêtre de réponse qui s'affiche à l'écran. Et donc, en 2022, quel était le pourcentage de Français qui considèrent le sujet de la lutte contre l'artificialisation des sols comme prioritaire? Est-ce que c'est réponse A 59%, réponse B 67%, réponse C 88%? Alors, je vous laisse quelques secondes de plus pour répondre. Et encore une fois, je crois que nous avons une majorité de bonnes réponses. Et la bonne réponse était en effet 59%. Alors, ces données, elles sont issues d'un institut de sondage, d'un sondage qui a été réalisé pardon, par l'Institut Cantar Public sur commande de la Fabrique de la Cité et qui interrogeait la perception de l'artificialisation des sols par les Français et Françaises. Et donc, il ressort qu'en effet, on a une majorité des Français, 59%, qui considèrent ce sujet comme prioritaire et 88% qui le considèrent comme important. Voilà, c'est une donnée qui est intéressante à mettre en perspective avec l'attachement à la maison individuelle de cette même population. Parce que d'après le sondage, 79% préféreraient dans l'idéal vivre dans un logement individuel. Le sondage a aussi questionné quels seraient peut-être les leviers qui favoriseraient l'acceptation d'habiter en collectif chez ces personnes qui désirent vivre dans du logement individuel. Et donc, les trois leviers principaux sont affichés à l'écran. Pour 43%, ce serait de ne pas être gêné par le voisinage. Pour 32%, d'avoir accès à un espace extérieur privatif. Et pour 25%, de réaliser des économies de chauffage ou d'énergie. Voilà, donc c'est intéressant de voir hein, qu'on a finalement, à première vue, une contradiction entre cette acceptation de sobriété foncière et ce désir de maison individuelle, mais finalement, on voit qu'on a quand même une voie intermédiaire qui nous permet de concilier les deux. Et c'est cette voie-là qu'on va chercher à explorer aujourd'hui aussi dans le témoignage de Saint-Martin-des-Champs. Voilà, donc merci beaucoup de vous être prêté au petit jeu du quiz et je vous propose donc d'enchaîner et de donner le micro à Monsieur Hamon et Monsieur Rouzic pour nous présenter le témoignage de Saint-Martin-des-Champs. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire avec vous. Donc, Saint-Martin-des-Champs, commune au carrefour de deux axes routiers, la RN12 et l'axe Lorient-Roscoff. Et donc, la commune de Saint-Martin-des-Champs est une commune périurbaine située à l'ouest de Morlaix. Nous sommes imbriqués avec la ville de Morlaix. Et comment dirais-je, le chemin de fer qui a été créé donc, au 19e siècle a modifié l'aspect de notre commune et a été aussi le fait déclencheur de la modification de notre commune qui était à l'origine rurale et la construction du chemin de fer a été le fait déclencheur donc, de l'urbanisation. L'urbanisation qui a été boostée à partir de 1961 par la construction de la première zone industrielle intercommunale de Bretagne, qui était donc sur Clérivin, donc une zone sur Saint-Martin-des-Champs, mais financée par la ville de Morlaix. Donc c'était les premiers travaux en intercommunalité localement. Comment vous dire par la suite pas grand-chose de ce côté-là. On peut passer à la slide suivante. On a un conseil municipal composé de 27 élus, voilà. 7 adjoints, donc le maire. Et donc, voilà. Alors, ensuite, la commune, on retrouve la commune ici, les axes routiers que je vous ai dit, la voie ferrée. Donc, nous sommes à 3 heures de Paris.
et à 35 minutes de l'aéroport de Brest. Voilà, de Brest. Hein, voilà, et donc une commune, je vous ai dit, de 1570 hectares, 50% d'urbanisés et 50% agricoles. Il nous reste aujourd'hui 5 sièges agricoles d'exploitation agricole sur notre territoire. Donc Saint-Martin-des-Champs, avant d'aborder le sujet du jour, Saint-Martin-des-Champs est une ville qui se reconstruit sur elle-même déjà depuis plusieurs années. C'est en 1986, suite à un concours d'idées lancé par la municipalité de l'époque, sous forme de questionnaires et d'avis exprimés lors d'un débat public. Il avait été décidé de lancer la rénovation urbaine de la place de la Barrière. C'est là où se trouve la mairie actuellement. Et donc, c'est un projet sur 1,3 hectare. Et ça, il y avait une petite forme de concertation déjà à l'époque, on peut le dire. En revanche, les acquisitions, c'était fait un peu dans la lumière, parce que c'était soldé par une DUP, une déclaration d'utilité publique, pour aller jusqu'à l'expropriation des dernières propriétés. Donc, ça représentait 1,3 hectare. À l'origine, il y avait une dizaine de logements. Et au final, donc, il a été créé, là, de mémoire, il a été créé 69 logements. Ça, c'était une première opération. Donc, ça, c'est 86, le lancement de l'opération, et le lancement des travaux de construction, 2002. Ça donne un peu le pas de temps entre un projet et sa réalisation. Ensuite, pratiquement dans le même temps, en 87, une deuxième opération. Là, c'était une opération un peu moins importante. C'est sur un demi-hectare, sur un autre quartier de la ville. Et là-dessus, il y avait à l'origine 9 habitations et il a été construit 45 logements. Donc, c'était vraiment une densification déjà. Nos prédécesseurs avaient déjà, comment dirais-je, avaient déjà à l'esprit la volonté de maîtriser la dépense foncière, de maîtriser le foncier. Donc, pour revenir alors au sujet du jour, ce qui a été le fait déclencheur, donc c'est le quartier, comment dirais-je, la rénovation du quartier Gare, le pôle multimodal de Morlaix, qui est distant, je veux dire, à même pas 500 mètres de notre centre-bourg. Donc, ça a été initié donc, en décembre 2011, en collaboration avec l'intercommunalité de Morlaix Communauté et la ville de Morlaix. Nous étions donc partenaires à 3 sur cette opération à l'origine. Donc, avec une convention signée avec aussi le PFR, qui était notre partenaire, on va dire, porteur du projet, du côté du volet financier. Donc, la volonté des élus était de profiter effectivement du dynamisme de l'aménagement du pôle multimodal de Morlaix. Et donc, sur le périmètre concerné, la commune était propriétaire d'une ancienne école. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être la slide suivante, enfin, d'une ancienne école. Là, on retrouve ce qui est en jaune, du coup, en fond jaune. Donc, c'était propriété communale déjà à l'époque. Et ensuite, l'ensemble des acquisitions qu'on peut retrouver en bleu et en vert ont été réalisées à l'amiable. Très important. Hein. Là, on est sur une surface globale, on dépasse 2,6 hectares. Et la première tranche s'arrête, comment vous dire, là, au rectangle bleu, pas le rectangle bleu qui est plus à droite de l'écran, mais au milieu pratiquement de la diapo. Donc là, nous travaillons sur 7000 m², 7500 m² exactement, aujourd'hui dans la mission urbaine, sur cette opération-là. C'est vrai que, comment vous dire, les acquisitions ont été en partie réalisées, financées du moins, préfinancées par le PF, et l'autre partie en direct par la collectivité. Alors, pour nous lancer dans l'opération, cette opération participative d'aménagement urbain, nous sommes entourés d'une équipe, donc avec un urbaniste, on va dire, un paysagiste, un architecte, un économiste aussi, et un bureau d'études de VRD. Donc ça, c'était nos partenaires qui nous ont permis de lancer sereinement cette opération. Il était impératif que nous entourions de compétences. Et première réunion publique de lancement de la démarche d'urbanisme participatif
que nous avions réuni une centaine de personnes dans notre pôle culturel. Donc, c'était, comment dire, avec le public dans les gradins et l'équipe de maîtrise d'œuvre, je veux dire, et de maîtrise d'ouvrage dans les élus sur la scène. Et c'était un peu du tir au pigeon, hein, si je fais court, parce que, comment dirais-je, notre public était persuadé, enfin nos administrés, parce que je peux au-delà de nos administrés, notre public était persuadé que les plans étaient déjà réalisés et que nous allions donc présenter des plans. Et donc, cette première réunion a été vraiment une réunion de présentation et comment dire, comment dirais-je, de contact, prise de contact, un peu violent certes, mais enrichissant, prise de contact enrichissante pour tout le monde. Donc, le projet urbain est l'objet de la concertation publique. Elle se base sur 5 thèmes de réflexion. Une nouvelle offre de logement, ce que nous avons présenté, les circulations, fonction des voies, des modes doux, formes urbaines, économie du projet, aménagement et ambiance des espaces publics, l'intégration des enjeux environnementaux dans le projet d'aménagement. Donc, c'est les 5 thèmes de notre réflexion. Nous avions présenté donc à notre public, à nos administrés. Voilà, et ensuite je vais passer la parole à Marc, qui va nous dérouler la phase de co-construction. Ouais, bonjour je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais bonjour à chacune et à chacun. Un grand merci de nous écouter, qu'on puisse faire notre retour d'expérience déjà sur cette opération-là, qui est une opération effectivement de co-construction avec les différents acteurs de notre territoire. Cette démarche de co-construction, elle est pour nous quelque chose d'habituel, je dirais, parce que dans tous nos projets, c'est un paramètre que nous mettons en place à chaque projet que nous réalisons, que ce soit bâtiment ou renouvellement urbain, notamment, ou l'urbanisme tout court, de manière à avoir vraiment la parole de la maîtrise d'usage, et pour nous, c'est d'une importance cruciale au sein de nos projets. Nous sommes nous-mêmes élus et citoyens de la commune et usagers aussi, donc on a aussi notre mot à dire, mais pour nous, c'est important d'intégrer véritablement tous les usagers, que ce soit d'un bâtiment ou d'un quartier, usagers ou futurs usagers des projets. Effectivement, comme le disait François Hamon, sur la démarche, donc on est parti en 2016 en se disant, au sein de l'équipe, effectivement, la maîtrise d'ouvrage, et je dirais, est un peu le décideur, le déclencheur de la réflexion et le déclencheur du projet. On s'est dit en 2016, on y va, on part vraiment avec une page blanche et on va dessiner tous ensemble cette opération. Comme François le disait, sur la première réunion, effectivement, c'était un peu pas bizarre, mais un peu un changement d'habitude ou de paradigme, ce que disait Mme Charlie en ouverture. C'était aussi, on part d'une page blanche et on va dessiner ensemble les différents aménagements ou futurs aménagements du quartier avec vous, tout simplement, et on va partir dans cette aventure collectivement. Alors que ce soit, on met nous à chaque fois aussi je dirais pas 3, mais 4 piliers essentiels à chaque opération, qui sont bien sûr la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, avoir une bonne équipe autour de soi aussi de techniciens, ça c'est hyper important. La maîtrise d'usage, qui est différente suivant le type d'opération, mais en l'occurrence là c'était les habitants et les futurs habitants du quartier, et également nos divers partenaires locaux ou régionaux qui sont à chaque fois invités à nos réunions et à nos réflexions. On a déjà, nous, 3 partenaires historiques locaux auxquels nous étions adhérents, qui sont le Brudet, on en parlait tout à l'heure, EOL, l'Agence locale de l'énergie du Pays de Morlaix, le CEE Verneuf, bien sûr, mais on avait aussi une autre structure qui s'appelle qui est sur Morlaix, qui s'appelle la PAV, qui est à vélo au Pays de Morlaix. Et puis, bien sûr, tous nos différents partenaires régionaux, que sont l'État, la région, l'EPF, la Banque des territoires, et j'en passe. Du coup, voilà, l'important, c'est vraiment
de se retrouver autour de la table tous ensemble et de se dire comment on va redessiner et comment on va renouveler ce quartier-là, sachant qu'on est effectivement actuellement tous en tant qu'élus en train de se poser une question peut-être sur la notion de ZAN, mais je pense qu'on était dans cette réflexion-là bien en amont de cette mise en place du ZAN, dans le côté refaire la ville sur la ville et savoir un petit peu comment on peut repenser la ville et comment on peut accueillir, et ce qu'on dit régulièrement, comment on peut accueillir au mieux les nouveaux habitants, mais pas au détriment non plus de ceux qui habitent. Donc voilà, c'est arriver à mener un petit peu tout ça de front. Donc je reviens un petit peu sur la première réunion et pour faire un retour d'expérience et puis pour que ça porte aussi ses fruits en tant que réunion, on a malheureusement fait je pense une petite erreur, je dirais plus logistique, qui était que le public était dans le gradin et nous on était sur la scène en tant que maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui nous accompagnait. Et ça faisait un peu tribunal tout simplement. Ça nous a servi de leçon puisque les réunions suivantes qu'on a réalisées aussi au sein de ce pôle culturel, on a replié le gradin tout simplement, mis des tables à même niveau et on était tous au même niveau et du coup ça a vraiment porté ses fruits et les échanges étaient beaucoup plus apaisés. On avait aussi évolué sur nos différentes actions et du coup ça a été quand même beaucoup plus apaisé et beaucoup plus serein en matière d'échange. Donc en matière d'intégration des acteurs, donc on a fait plusieurs temps, 4 temps forts, une réunion publique de lancement dont on a déjà parlé. Ensuite, on a fait un diagnostic en marchant en groupe avec plusieurs groupes qui étaient, voilà, on voit les photos, hein, plusieurs groupes qui étaient accompagnés. Ça permettait, c'était vraiment à la suite de la réunion publique de lancement, ça permettait vraiment d'avoir un contact un peu différent. Mais aussi d'avoir les retours de qu'est-ce qui marche pas au sein du quartier, et de pouvoir échanger avec aussi les habitants de façon un petit peu différente que dans une salle. C'était tout simplement dans la rue, on échange, on voit, et on fait connaissance en plus d'analyser le quartier. Donc on trouvait ça super intéressant, et ça nous a permis derrière d'avoir vraiment un retour avec des points, alors ça sera des points bleus de mémoire et pas des points noirs. Si je ne m'abuse, voilà, des points bleus, si on peut passer juste à la diapo suivante, de manière à avoir un rendu qui nous permettait d'avoir aussi des points bleus à traiter. Alors je dirais que c'est plus au niveau de la mobilité, là, et au niveau des voiries notamment, et au niveau des trottoirs notamment, en matière d'aménagement au futur du quartier. À l'issue de ce premier diagnostic en marchant, on a aussi réalisé, alors on avait pour chance d'avoir une salle qui était en plein cœur du quartier. On voyait tout à l'heure sur ce qui était propriété de la commune. Donc, c'est une salle associative, anciennement une école aussi, qui était utilisable encore sans problème au sein du quartier et donc qui nous a permis de réaliser des ateliers avec toujours les mêmes personnes qui venaient, de faire différents types d'ateliers, soit des échanges plus collectifs, soit des échanges par groupe, et essayer d'imaginer un petit peu les différents scénarios possibles au sein du quartier. On appelle, nous, souvent ça aussi dans nos divers projets, à l'issue de diagnostics, de ne pas se laisser de limites et de faire ce qu'on appelle une lettre au Père Noël, un petit peu, de manière à pouvoir avoir les différentes idées jaillir et puis voir après en matière d'adaptation comment on pourra réaliser ça. Alors, comment on pourra réaliser ça avec bien sûr des limites à se donner. Les limites, ça peut être des limites bien sûr financières, mais pas que, aussi des limites réglementaires notamment aussi, et ça permet aussi le fait d'avoir tout le monde autour de la table, de pouvoir expliquer les choses aux différents acteurs, de dire on aurait aimé pouvoir faire ce type, par exemple, d'aménagement ou ce type de construction, mais ça n'est pas possible réglementairement, par exemple. Du coup, voilà, ça permet aussi de ne pas avoir des fausses idées à circuler au sein de la commune. Donc voilà, ces ateliers et ces restitutions, bien sûr, ont permis aux uns et aux autres de dire tiens, ça serait peut-être bien qu'on démarre sur ça, qu'on puisse aménager ça. On avait de la chance, effectivement, d'avoir acheté, alors soit en fonds propres, soit via la convention qui nous lie à l'EPF, des propriétés. Alors, vous le voyez au niveau de
de ce quartier-là qui est un peu particulier, c'est des terrains en bande. Hein. On est sur des maisons au front de rue avec des terrains en bande qui sont tout le long. Et du coup, de pouvoir imaginer créer une centrale au sein de ce cœur d'îlot, pardon, mais aussi de pouvoir imaginer de la densification en faisant du BIM tout simplement au sein de notre quartier. Du coup, c'était quand même intéressant de voir un peu les différentes réflexions et de se dire, on voyait très bien, au démarrage d'ailleurs de nos réflexions, il y a eu une association de quartier qui s'est créée parce que les gens, à juste titre, avaient peur que l'on fasse table rase du quartier, tout simplement. Et ça, c'est une peur légitime. Mais c'était à nous de prouver véritablement que nous étions dans notre démarche jusqu'au bout, c'est-à-dire on partait de la page blanche et on dessinait ensemble jusqu'au bout notre quartier. À l'issue de ces différents temps d'atelier, il y a eu aussi des temps de résidence, c'est la slide juste après, qui eux permettent en plus d'avoir d'autres temps intéressants. C'est-à-dire que le temps de résidence, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui vient dans la même salle, en l'occurrence c'était la salle au cœur du quartier, et qui est venue pendant 3 jours faire un temps de résidence et se dire tiens, on va nous travailler sur notre sujet, mais on laisse la porte ouverte et aux résidents, aux futurs résidents, de venir nous questionner, échanger avec nous. Ça permet aussi un temps intéressant, c'est-à-dire que quand vous êtes sur des temps d'atelier ou sur des réunions publiques et autres, certaines personnes n'auront pas obligatoirement l'envie de prendre la parole en public, tout simplement, pour des questions de timidité ou autre, hein, ou de se dire oh, je vais poser une question, c'est peut-être une question bête, donc je ne la pose pas. Et bien là, le fait d'avoir un temps de résidence, ben, ça permet à tout à chacun de venir tout seul, rencontrer la maîtrise d'œuvre, d'échanger plus librement peut-être, et d'avoir ce temps un peu, je dirais, particulier et non plus collectif, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et sans avoir obligatoirement les élus autour d'eux et les services, mais simplement la maîtrise d'œuvre qui est là et qui permet d'échanger sur le sujet. Donc on trouvait ça très intéressant et ça permet véritablement d'avoir différents temps d'échange au sein du projet. Et pour cela, il faut vraiment imaginer tous les types de temps d'échange possibles. Alors, comme je disais, diagnostic en marchand, réunion publique, résidence, atelier, tout ça permet véritablement de mélanger un petit peu tous ces types-là et d'avoir vraiment des retours très, très, très enrichissants. Et on est vraiment sur une phase de travail importante que nous mettons en place à chaque fois. Comme je disais, le temps de la réflexion, le temps du diagnostic, de la lettre au Père Noël et le temps de restitution, il est important, mais c'est d'une importance cruciale pour nos différents projets, que ce soit des projets urbains ou des projets de renouvellement urbain ou des projets de bâtiments. C'est hyper important de prendre le temps de réflexion et d'avoir vraiment des aménagements et des constructions ou des rénovations qui correspondent véritablement à un usage des lieux, un usage présent, un usage futur, mais pour autant, c'est important de prendre ce temps-là avant de démarrer le premier coup de pelle, tout simplement. On a eu aussi la chance, nous, dans notre quartier, de faire la rencontre d'une équipe de Babi qui s'appelle les Piquets, tout simplement, qui avait pour projet de développer un habitat partagé au sein du quartier, au sein de la communauté, de Borlée Communauté. Et suite à des rencontres durant des cafés seniors, on leur a proposé pourquoi pas de venir déjà dans des premiers temps d'atelier et voir un petit peu est-ce que c'était faisable ou pas, leur habitat partagé au sein de la structure. Donc ces temps de réflexion-là, ils y sont venus à chaque fois. Il y a eu une rencontre qui s'est faite aussi avec Finistère Habitat sur le sujet. Et du coup, l'opération est démarrée, elle est en cours d'ailleurs, et elle sera réceptionnée début d'année prochaine. Donc, nous avons un habitat partagé qui est en cours de construction au sein du quartier et en pleine centralité du coup de la commune, avec 8 personnes qui seront dans des T2, avec aussi des locaux communs et un 9e logement qui est lui
qui sera, lui, à disposition des familles ou des amis qui viendront les visiter. Du coup, donc cette opération-là, elle a pour nous un sens fort. Alors, c'est un peu nouveau. Je crois que c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour elle, bien sûr, mais c'est nouveau aussi pour notre bailleur social qui est Finistère Habitat, cette opération-là. Mais elle répond aussi à des demandes d'habitat intermédiaire. On parle souvent aussi de renouveler l'habitat ou du parcours résidentiel. Et pour cela, il faut aussi avoir ces propositions-là entre j'ai envie peut-être de quitter ma maison parce que elle est trop grande, j'ai trop d'entretien à faire, que ce soit intérieur ou extérieur ou autre, mais j'ai pas envie d'aller à l'EHPAD, ce que je comprends tout à fait, parce que je suis autonome et que j'ai envie aussi de continuer à vivre dans la cité. Et pour cela, il faut aussi ces propositions d'habitat intermédiaire. Alors, ça peut être de l'habitat partagé ou de la location simple aussi, pourquoi pas, ou de l'achat, mais de petits logements. Et en l'occurrence, cette opération-là répond tout à fait à cette demande et à ce besoin-là qu'elles avaient. Alors, avant le Covid, et qui a été d'autant plus renforcé pendant le Covid, compte tenu des confinements et autres, où là, elles se sont rendues compte que l'importance de pouvoir compter l'une sur l'autre était cruciale, en l'occurrence. Donc voilà, c'est une des opérations qui vient s'intégrer à notre habitat, à notre renouvellement d'habitat sur le quartier Gare, sachant que, comme vous l'avez vu sur une des premières slides, nous avons 38% de la population qui a plus de 60 ans au sein de notre commune et qu'on est sur un ratio par habitat qui est de 1,89, c'est-à-dire qu'on a moins de 2 personnes par habitat. Ensuite, au sein du quartier, on était aussi en recherche d'une opération dans la fameuse salle. On voit sur la photo, derrière les 3 dames qui sont là, on voit le local qui a servi de salle d'association jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui a été complètement curé, on dira, intérieurement, et du coup, qui va accueillir bientôt aussi, fin d'année, début d'année prochaine, une maison d'assistante maternelle inclusive avec la possibilité d'accueillir 12 enfants, dont 4 porteurs de handicap. Donc pour nous, c'était important aussi de pouvoir développer ce service au sein de notre collectivité. C'est clair qu'on a aussi de l'habitat senior, mais on a aussi l'importance de pouvoir accueillir nos jeunes au sein de notre commune. Et l'avantage de ce territoire-là et de ce quartier-là, c'est qu'il est en pleine centralité sur notre commune. Si on part du centre de ce quartier-là et qu'on trace un rayon de 500 mètres qui est à peu près 5 minutes de marche, on a quasiment tous les services à notre portée, que sont les services administratifs, les commerces, les services de santé. On parlait tout à l'heure de la gare, on parle également des transports en commun, sachant que, je le redis, les transports en commun sur les communautés sont totalement gratuits, donc d'où l'importance aussi qu'ils soient vraiment utilisés. Et du coup, cette centralité-là, elle est importante pour différentes raisons, et pour nos habitants aussi, ça leur permet vraiment d'avoir accès à tous les services, que ce soit maisons de santé aussi, et puis les écoles pour les plus jeunes. On a un troisième projet qui est arrivé aussi, et tout ça, c'est des rencontres qui sont faites au fur et à mesure, soit des rencontres, soit c'est des rencontres qui sont arrivées via des réunions, des cafés seniors, comme je le disais tout à l'heure, ou des coups de fil tout simplement en mairie. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment d'être ouvert aux différents projets qu'on pouvait avoir sur notre quartier, et puis se dire, est-ce que ces projets-là sont faisables dans notre quartier ou pas, dans le côté, je dirais, foncier de la chose, et pas obligatoirement savoir comment on peut gérer le truc ou pas, quoi. Du coup, on laisse la porte ouverte à tout type de projet. Donc on a un troisième projet qui est de l'habitat inclusif pour des autistes adultes, qui est en cours aussi, de dessin, lui. Et c'est le projet Petite Caroline qui va permettre du coup d'accueillir 6 autistes adultes au sein de notre quartier aussi, on l'espère, et qui sera construit, lui, en structure bois-paille, notamment.
Dans les réflexions qu'il y a pu y avoir avec tous les acteurs de nos projets, on s'est dit aussi, le quartier a une histoire, c'était important de la conserver, tout du moins en partie, ce qu'on pouvait conserver, et de se dire, tout le monde ne voulait pas, et à juste titre d'ailleurs par rapport à la création de l'ASSO initialement, l'idée c'était pas de faire table rase du quartier, c'était vraiment de garder aussi cette histoire de quartier, mais pouvoir densifier correctement la chose en réfléchissant au maximum à garder cette notion de droit au soleil, de vis-à-vis et autres aussi, parce que ça c'était quelque chose d'important bien sûr pour les habitants des lieux, quand je dis accueillir au mieux les nouveaux habitants, mais pas au détriment de ceux qui habitent. L'idée, c'était pas comment dire, en cœur d'îlot, l'idée, c'était pas pour que les résidents actuels des maisons, d'un coup, au bout de leur jardin, aient un R+4 ou R+5 qui débarque. L'idée, c'était pas ça, c'était de réfléchir un petit peu comment on peut densifier, mais sans choquer, je dirais, les choses. Et puis, comment on peut aussi peut-être rénover aussi certains bâtiments qui existent déjà, sans pour autant déconstruire l'entièreté du quartier. De là, il est venu une analyse faite par l'architecte, bien sûr, qu'on avait dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui a lui analysé chaque maison qui avait été rachetée soit par l'EPF, soit par la commune directement, et qui nous a fait un retour de qu'est-ce qui était vraiment en très dégradé et qui était à déconstruire entièrement, ou qu'est-ce qui était voué à la rénovation, tout simplement. Là, on voit 2 fiches de bâtis qu'il a mis en place. Et l'idée, c'était de pouvoir dire, bah là, il y a une petite déconstruction à faire. On voit, c'est les petits carrés orange, ou saumon. Et ensuite, vous avez tout le reste qui a été vendu, mais pour de la rénovation, tout simplement, avec une opération préalable qui était le curage plomb et amiante, en partenariat également avec l'EPF sur le sujet. Donc voilà, c'était vraiment de se dire, on a une opération qui va être vraiment mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir de la construction par des terrains qui vont être mis à la vente, des terrains de petite taille, parce qu'on est sur une zone vraiment de centre-ville. On va avoir des habitats qui vont être voués à la rénovation, et puis aussi, comme je le mettais tout à l'heure, de l'habitat un peu différent. On a de la même inclusive, on a de l'habitat partagé, on aura de l'habitat aussi inclusif, on aura des petits collectifs qui seront mis en place. Mais l'idée, c'est vraiment de retrouver cette ambiance de cœur d'îlot qu'on avait sur le quartier en tout cas, qui était quelque chose d'apaisé, avec, comme je le disais tout à l'heure, du bâti en front de rue, qui permettait aussi d'avoir une barrière acoustique et qui permettait d'avoir un cœur d'îlot très, très calme en matière d'acoustique. Donc, du coup, c'était vraiment de retrouver tout ça. Et quand on a travaillé avec tous les groupes en atelier, c'était vraiment essayer de retrouver aussi cette particularité-là, d'avoir ce cœur d'îlot apaisé, certes en créant une voie centrale, mais qui est essentiellement dédiée aux piétons et aux vélos. Avec il y aura possibilité d'y passer à véhicule, mais exceptionnellement pour les habitants des futures constructions, pour déposer une machine à laver ou des grosses choses exceptionnellement. Mais sinon, vraiment de définir ces notions-là de quartier apaisé, ça avait une grande importance pour tous les acteurs et c'est quelque chose qu'on a mis en place vraiment dans les ateliers. Au niveau du patrimoine, il y avait aussi pour eux l'importance de garder, alors c'est juste la slide suivante, mais l'importance aussi de garder un patrimoine végétal et des murets. Vous voyez, on avait des murets qui coupaient les 2 terrains à l'époque. Donc l'idée, c'était de garder aussi ces murets en schiste-là et de faire un inventaire du patrimoine végétal de manière à garder au maximum le végétal présent dans le quartier et qui ne serait pas impacté par des futures constructions, et de pouvoir garder tout ce patrimoine-là en place. Quand je parlais tout à l'heure de faire table rase du quartier, c'est ne pas faire table rase du bâti, mais pas que, donc du patrimoine végétal aussi, et des différents types d'aménagements qui avaient en place au sein du quartier. C'est vrai qu'en matière de... Là, on voit le résultat final hein, de l'aménagement qui a été défini avec tout le monde. C'est vrai que quand on parlait initialement de co-construction, on était vraiment dans un souci de co-construction jusqu'au bout.
C'est-à-dire qu'au sein du comité de pilotage, vous aviez des représentants aussi des riverains qui étaient intégrés, hein, du coup, dans ce comité de pilotage qui était un peu plus restreint que les ateliers, bien sûr, puisqu'on avait entre 50 et 100 personnes à chaque fois au niveau des ateliers, que ce soit diagnostic, atelier ou des passages en résidence. Mais au sein du comité de pilotage, qui n'était pas le décisionnaire final, parce que le décisionnaire final, c'est toujours le conseil municipal qui vote, hein, les délibérations autour des aménagements, il y avait quand même un comité de pilotage dans lequel on retrouvait nos quatre piliers, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, tous nos partenaires, mais aussi la maîtrise d'usage, et en l'occurrence la maîtrise d'usage, on avait des représentants du quartier, tant des riverains que de l'habitat partagé, voilà, de manière à pouvoir décider collectivement des différentes choses. Et quand je parle d'apaisement, c'est vrai qu'on était sur un apaisement total, puisque au sein du comité de pilotage, on a défini il y avait 2-3 scénarios de définis, hein, sur les derniers aménagements et les derniers travaux qui avaient été faits. On a décidé d'un aménagement final, et l'unanimité s'est faite, et avec vraiment tout le monde qui était là, et on sentait qu'il y avait un lien qui s'était tissé. On est peut-être parti de quelque chose d'un peu tendu initialement. Alors une concertation, si elle se passe parfaitement du début à la fin, je dirais, je me demande, est-ce que c'est une concertation? Au final, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Une concertation qui se passe tout bien, je ne sais pas si c'est un peu utopique, un peu dans le monde des bisounours, mais c'est important aussi qu'il y ait peut-être avoir des tensions, avoir des questionnements, avoir des retours, et c'est ce qui fait avancer les uns et les autres. Et je pense que collectivement, on a tous avancé sur ce projet-là, et c'est ça qui était important. C'est de se connaître les uns les autres, et de vraiment laisser la parole à tout le monde, de dire ce qui était faisable, pas faisable. On a travaillé vraiment sur différentes choses, tant l'aménagement construit, le végétal, comme je disais tout à l'heure, les différents aménagements d'espace public, la mobilité avec aussi, on voit les poches de stationnement qui sont au sein du quartier. Et vraiment, on continue ce lien-là fort avec ces équipes-là de riverains, parce que régulièrement, on fait des points, alors, moins réguliers que pendant ce temps de travail, bien sûr, mais c'est important de faire des points réguliers avec eux, tous les 6 mois, tous les ans, de manière à voir un petit peu les avancées des projets. Il y a eu notamment la pose de la première pierre sur l'habitat partagé en pleine semaine, en pleine journée. En règle générale, je pense s'il y a une dizaine de personnes, on voit souvent sur les articles de journaux, c'est déjà pas mal. Ben là, je pense qu'on avait quasiment une 50aine de personnes qui étaient là, parce que voilà, c'était déjà un premier événement dans le quartier qui était important, une belle construction déjà qui était en place. Donc voilà, au fur et à mesure des choses, tout se met en place. Et puis, on a aussi, pour faire partager les choses aux futurs habitants, on a défini, voilà, tous ensemble, ce qu'on a mis par écrit, tout simplement, dans un CRAP, un cahier des recommandations architecturales, paysagères et environnementales du quartier. Du coup, on a mis ça en place de manière à ce que les acquéreurs, hein, des bâtiments en rénovation comme des futures constructions, aient un peu le règlement tout simplement, c'est-à-dire de se dire, on a défini dans ce CRAP qu'est-ce qu'on voulait et surtout qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Du coup, c'était surtout ça les choses, et ça s'était partagé véritablement avec tout l'ensemble du groupe. Donc ça, c'était d'une importance cruciale aussi de définir, à l'issue de tous ces travaux-là, de définir une règle du jeu au sein du quartier. Donc pour ça, c'était hyper important du coup d'avoir ces choses-là. Pour qui dit quartier, dit aussi mobilité. Donc du coup, c'était la slide suivante. Donc voilà, on a retravaillé aussi sur les voiries. Donc là, vous voyez, ça c'est une voirie qui n'est pas encore démarrée, mais qui logiquement devrait être en cours l'année prochaine. Du coup, d'y intégrer véritablement dans l'ordre piéton, vélo, voiture, du coup, de manière à avoir des cheminements en sécurité sur cette voie-là, du coup, qui est une voie départementale, du coup, et qui est en cœur de ville et qui nous ramène justement vers la gare. Qui nous ramène vraiment vers la gare, du coup, et 12 000 véhicules jour, ouais, justement, voilà, on dit le petit détail quand même. Donc voilà, c'est important d'avoir cette sécurisation de voirie. Et la slide suivante, c'est la voie qui est juste à côté, voilà, qui elle a été déjà refaite il n'y a pas longtemps. Et pareil, on avait travaillé pendant les travaux sur une
sur des esquisses d'aménagement de voirie. Et ben, on a retravaillé tous ensemble il y a peu de temps, finalement, sur cette rue de la Mairie, qui est une rue à sens unique, sur laquelle on voulait sécuriser au maximum les choses. Et du coup, tout le monde est venu dans la salle municipale ici, du conseil municipal, et on a retravaillé avec le bureau d'études sur tous les différents types d'aménagements. Et par rapport à cette diapo-là, il y en a eu des évolutions. Alors, les chicanes et tout ça, du coup, ça a été fait, mais notamment sur les places de stationnement qui sont dessinées là. Ce sont des places de stationnement en pavé enherbé, et du coup, c'est des places de stationnement sur voirie complètement perméables aussi. On avait, nous, c'était important pour nous de gérer aussi l'infiltration des eaux au sein de notre voirie au maximum par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à tous ces projets, c'est important pour nous au niveau du groupe, je dirais, de garder ce contact-là avec nos riverains, nos futurs riverains. Et juste, je vous laisse lire la dernière slide qui est une citation de Lucien Kroll qui a malheureusement disparu il y a quelques années. Et pour nous, voilà, cette logique-là était d'une importance, et pour nous d'une importance cruciale aussi au sein de nos différents projets. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je pense qu'il y aura sans doute des questions. Je l'ai faite un peu courte peut-être, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions sur le déroulé du projet ou de futurs projets que vous avez. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation claire, illustrée et tout à fait passionnante. En effet, on a pas mal de questions dans le fil de discussion. Donc, on va essayer de les prendre une par une. Et donc, première question qui vous a été posée, c'était de savoir combien de participants étaient présents à la première réunion publique. Donc, nous avons une réponse 100 personnes présentes. La question aussi derrière, c'est finalement, vous avez une cadence assez soutenue des temps de participation. Est-ce que vous avez remarqué un essoufflement de la dynamique ou à l'inverse, pas du tout? Est-ce que vous avez réussi à maintenir le taux de participation? Et finalement, quelle suite vous donnez à cette méthodologie qui semble avoir fonctionné? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez reproduire et dans quel contexte? Voilà. Oui, enfin, au sein effectivement du cadencement de l'opération, c'était important pour nous de cadencer pour ne pas avoir trop de temps de pause, de perte justement en ligne, si on peut dire. Je crois que moi, là-dessus, sur les temps de travaux qu'on a pu avoir, à chaque fois, on a eu un maximum de monde à venir et les gens se sentaient vraiment impliqués dans la chose. Alors même pour vous dire, on a même eu des gens qui sont venus et qui ont continué à venir aux ateliers alors qu'ils venaient de vendre leur maison dans le quartier. Mais pour travailler véritablement sur la réflexion, pas pour une histoire pas pour dire je vais critiquer le projet, c'était pas ça du tout la chose, qui venait vraiment pour travailler sur le sujet parce qu'ils trouvaient ça super intéressant, cette démarche, et de pouvoir avoir ce questionnement-là collectif et de dire on a chacun des idées, on a chacun des usages de notre quartier, on a chacun sans doute des retours à faire et des bonnes idées à apporter et ce qui permettra d'enrichir le projet. Et pour nous, c'était drôlement important. Mais on n'a pas eu de perte en ligne. C'était vraiment quelque chose qui était convivial. Alors, voilà. C'était un temps convivial à chaque fois. Et la convivialité, pour nous, c'était important, du coup, de l'avoir et d'avoir vraiment un maximum de monde. Alors, on avait de la chance, comme je le disais initialement, d'avoir une salle municipale en plein cœur du quartier. Du coup, ça permettait d'avoir des temps plus simples au sein du quartier. Mais ce qui était peut-être questionnement au départ n'a fait qu'enrichir après derrière le projet tout au long des différents temps de travaux. Puis on peut remarquer aussi que dans les participants, on avait des personnes qui n'étaient pas du tout du quartier. Ça vraiment drainait des acteurs de ce projet qui venaient vraiment pour participer à la construction d'un quartier de la ville. Et pour répondre à la deuxième question qui était est-ce qu'on serait en capacité de renouveler ce genre d'opération ou pas, c'était ça, je ne dis pas de bêtises la question. Je dirais qu'on l'a déjà fait plusieurs fois parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois parce que
Sur tous nos projets, alors que ce soit des projets de renouvellement urbain, hein, là, en l'occurrence sur le quartier vert, on a rénové aussi une école, on a fait une maison des associations et autres. Sur tous nos projets, on est sur la même méthodologie, c'est-à-dire on va réunir autour de nous nos 4 piliers, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage, partenaire. Je me répète parce que c'est hyper important. Et à chaque fois, on travaille sur le sujet. C'est ce qui a été le cas, par exemple, sur l'école Jufféry, qui est notre école élémentaire, qui a été entièrement rénovée. On a pris 2 ans de réflexion sur l'école, en partant avec des diagnostics, des lettres au Père Noël, des restitutions, animées tout ça là par le CLU 29 notamment, qui a fait un excellent travail de pré-programme sur le sujet. On était une 50aine à chaque fois autour de l'école, à cheminer. À l'issue de ça, on a créé un copil quand même où il y avait 20 personnes, mais qui représentait tous les strates au sein de l'école, ce qui était important, avec les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, les DDEN, les salariés de l'école, les salariés municipaux de l'école, les élus, les techniciens, et puis, comme je le disais, tous nos différents partenaires locaux ou régionaux. Et à l'issue de ça, on a travaillé en copil pour définir le programme. Tout le copil a sélectionné la maîtrise d'œuvre. On a fait un oral parce que pour nous, c'est important, un oral à chaque fois de sélection. On n'a pas d'obligation, mais c'est important pour nous, un oral de sélection de notre équipe de maîtrise d'œuvre parce que c'est une rencontre et c'est vraiment le démarrage d'une aventure collective. Quand je parle de 4 piliers, les 3 autres piliers sont déjà là. Le 4e pilier, lui, qui est la maîtrise d'œuvre, vient en cours de route au niveau de l'opération et c'est important qu'on soit en phase, que ce soit une belle rencontre aussi et qu'on chemine tous ensemble sur le sujet. Et donc oui, au sein de l'école, par exemple, on a choisi l'équipe de maîtrise d'œuvre tous ensemble. On a travaillé avec l'équipe de maîtrise d'œuvre sur l'APS, l'APD, le PRO, le DCE avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Tout le projet s'est fait avec un chantier où les enfants sont venus voir même pendant le chantier comment ça se passait dans leur école. Et je vous raconte pas, alors malheureusement on a eu le Covid après derrière, donc il y a eu un peu de perte en ligne, je dirais, sur l'utilisation de l'école en soi, parce qu'il y a eu des adaptations à faire. Mais l'inauguration s'est faite début de la rentrée scolaire 2019. Et ça a été une fête géniale et avec une relation une relation entre tous qui est complètement différente. J'engage tout le monde véritablement à s'entourer et à se lier aux différents acteurs parce que ça permet véritablement d'échanger, d'avancer, de s'enrichir les uns les autres et de s'engueuler peut-être des fois aussi sur certaines choses. Mais voilà, c'est important de travailler comme ça. Et pour nous, ça n'a rien d'atypique. Des fois, on entend ça dans les réflexions qu'on peut avoir avec d'autres acteurs avec qui on peut échanger sur d'autres communes ou d'autres régions. Même. Mais pour nous, en tout cas, au sein de l'équipe, quand je dis l'équipe ici communale, c'est techniciens et élus. Pour nous, c'est une habitude et une normalité, je dirais, de gestion des projets. Merci pour ces premiers éléments de réponse. On a vraiment plein de questions qui nous arrivent, donc je poursuis. Une question peut-être sur des éléments financiers, si vous acceptez de nous partager peut-être des ordres de grandeur sur le coût de l'étude, le coût des travaux, les VRD, aménagement paysager, habitat, etc. Est-ce que vous auriez des précisions sur ce sujet-là? Effectivement, nous avons des chiffres. Je peux vous donner les chiffres que nous avons. Donc, au total, c'est une opération à 3 444 660 €. Hein, ça, c'est au total des dépenses. Et si je fais court, il nous reste à charge de la commune 2 361 000. Ça, c'est dépenses recettes. Donc, vous avez vu, il nous reste un delta à charge de 2 361 000. Ça, c'est au niveau du delta. Après, que voulez-vous je peux dire, par exemple, les travaux de démolition, désavantages, c'est 561 000 €. Tout ce qui est travaux d'aménagement, au global, on arrive
Après, je retire ça, on arrive à 2 millions, c'est ça, 2 millions 7. Oui, effectivement. Entre les travaux de superstructure, travaux d'infrastructure concessionnaire, tout ce qui est travaux d'infrastructure, toute la viabilisation, quoi. Ça nous fait un total de 2 millions, 2 millions 700, 2 millions 700 000, 2 millions 7 en travaux, voilà. Ai-je répondu à vos questions? Vous voulez un peu plus Merci, d'éléments? oui, je pense que ça nous permet d'avoir un premier ordre de grandeur et je laisse la personne qui a posé la question nous dire dans le fil de discussion si ça vous convient comme réponse et je vous propose de passer à une autre question. En attendant, donc, dans cette opération de rénovation urbaine, est-ce qu'il était prévu d'associer au logement et aux services, donc notamment la MAM, la maison d'assistance maternelle, des activités économiques? Et si oui, lesquelles, notamment en relation avec la vie de quartier, le fait que vous soyez à proximité de la gare? Voilà. Alors, il n'est pas prévu d'activité économique dans ce quartier. Il est essentiellement résidentiel, sachant qu'il est dans le périmètre de centralité au niveau de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, mais aujourd'hui, il n'est pas prévu d'activité économique. Nous avons donc à 2 pas, nous avons tout ce qui est service de proximité. Hein. Nous avons la pharmacie, le boulanger, le traiteur, comment dirais-je, le PMU, si on peut appeler ça un service, les kinés, enfin, comme vous l'avez dit Marc tout à l'heure, on a vraiment dans la centralité, on a tous ces services-là à moins d'un quart d'heure. Voilà. Ok. Sur la représentativité dans la participation citoyenne, est-ce que vous avez retrouvé toutes les tranches d'âge, toute une diversité en termes de CSP? Voilà, comment vous décririez votre panel de participants? Un panel très représentatif de la population de Saint-Martin-des-Choix. Donc, Marc vous a dit à 35% depuis 65 ans, c'était à peu près ça dans la participants. Et on retrouvait aussi des jeunes, des moins jeunes. Il y avait tous les. Puis au niveau effectivement, il y avait des retraités, des actifs, il y avait des professions même libérales. Il y avait vraiment toutes les couches sociales étaient représentées. Hein. Et puis une particularité qui était intéressante aussi, c'est que quand on parle des habitants, c'est habitants actuels et futurs habitants qui étaient au sein de l'atelier, notamment les dames de l'habitat partagé qui ont participé en grande majorité toutes aux différents ateliers, aux différents travaux, et qui là vont prendre possession, comme je disais, des lieux début d'année prochaine, et elles connaîtront toutes en gros leurs voisins et voisines avant d'avoir habité dans le quartier. Donc c'est ce qui est quelque chose d'intéressant et qui était une belle rencontre aussi. Puis ces réunions ont permis aussi de créer Marc l'a dit aussi, de créer du lien et, au niveau des habitants de cette voie. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants hein, dans les transactions immobilières et ça a permis à tout à chacun de connaître son voisin et de partager. Quoi. Puis le fait d'avoir créé aussi une association de quartier, il a appelé ça un collectif, mais ça a permis aussi aux gens de se rencontrer. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, dans notre mode de fonctionnement, quel que soit le projet engagé, on a parlé de comité de pilotage, et dans beaucoup de collectivités, on parle d'un COTEC, hein, comité technique, comité de pilotage, et chez nous, on regroupe l'ensemble des acteurs dans un seul comité. On ne doublonne pas au niveau de nos réunions, sachant que, comme je dis toujours, hein, la décision finale revient aux élus. Voilà, ça, c'est clair. Et ce que je dis aussi en préambule à tous nos projets participatifs, il faut que la raison l'emporte sur la passion. Parce que c'est vrai, on pourrait croire dans le discours de Marc, notamment, que nous sommes de grands rêveurs et que nous admettons tout. Non, non, nous co-construisons. Donc, comme nous l'avons dit, il y a un cadre certes financier, mais il y a aussi un cadre technique, un cadre réglementaire, et l'ensemble de ces paramètres sont à prendre en compte. Et c'est l'échange qui permet ça, Ouais. qui permet d'expliquer tout ça. Ces éléments de réponse font la transition avec une autre question qui a été posée, mais vous avez partiellement répondu. C'était justement de savoir si
le fait d'avoir associé la population à votre projet a finalement permis de contribuer à l'émergence des projets groupés d'habitants que vous avez évoqués. Est-ce que la MAM, est-ce que le projet des seniors, etc., est lié finalement à cette concertation que vous avez proposée, ou est-ce que même sans ça, ils auraient émergé, d'après vous? Alors, l'habitat partagé, c'était quelque chose qui était déjà en réflexion auprès du groupe, hein, parce que c'est un groupe existant qui fait partie, qui est déjà structuré. D'une commune extérieure. D'une commune extérieure, d'ailleurs, Ouais. mais qui n'avait pas de lieu d'atterrissage pour leur projet dans un premier temps. Et c'est le fait de se rencontrer, tout simplement. Enfin, moi, je parle beaucoup de rencontres et d'échanges, mais c'était le fait de se rencontrer qui fait qu'on ouvre vraiment la porte et qu'on se dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va déjà se réunir ensemble et voir un petit peu qu'est-ce qui est faisable au sein de ce quartier-là, par exemple. Ça a été le même cas pour la MAM, du coup, la MAM inclusive. Et on va faire je vais faire un peu de pub pour le Télégramme, mais c'était à l'issue d'un article. Initialement, il y avait un autre projet qui était prévu dans cette salle-là, qui n'a pas abouti, voilà, pour diverses raisons, mais sans souci aucun. Hein, et du coup, il y avait un article dans le Télégramme avec ces dames qui cherchaient un lieu pour leur projet, et on s'est dit, bah, tiens, on va peut-être les contacter, voir un petit peu qu'est-ce qu'elles attendent, comment ça peut se mettre en place ou pas. La rencontre s'est faite. On est parti là-dessus, on a intégré tous les différents services, alors liés aussi à la petite enfance, hein, la CAF et autres. Donc du coup, pour les départements, notamment pour définir vraiment les enjeux, je dirais, plus techniques et réglementaires là-dessus. Et bah, du coup, la rencontre s'est faite et puis c'est parti. Et puis l'habitat inclusif pour autistes adultes, c'était la même chose. C'était il y a un contact, on est venu vers nous par rapport à ça. Alors, est-ce que ça se sait ou pas qu'on est ouvert à tout projet, qu'on n'est pas je dirais qu'on n'est pas des rêveurs, mais qu'on est vraiment ouvert à la discussion et qu'un projet peut aller au bout ou pas d'ailleurs, mais sur lequel on est vraiment ouvert à la discussion et à la rencontre sur les différents sujets. C'est important pour nous. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. On a toujours des questions. Alors là, deux petites questions assez courtes deux personnes qui vous demandent de repréciser la composition de l'équipe de maîtrise d'œuvre et également la surface totale de l'opération. La surface totale de l'opération, c'est 2,6 hectares, hein, le grand trapèze, vous avez pu le voir, donc bordé par la rue Jean Jaurès d'un côté, la route départementale, la rue de la mairie de l'autre côté, pour revenir jusqu'à la mairie, hein, jusqu'au centre-bourg. Ça, c'est 2,6 hectares. Et l'opération que nous avons présentée ce matin porte sur 7500 mètres carrés. Voilà. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc on avait urbaniste. Alors, il y a eu différents temps, hein, parce qu'après, il y a eu maintenant, on est sur une phase opérationnelle, il y a eu une phase étude, une phase opérationnelle. Sur la phase étude, on avait urbaniste, architecte, paysagiste, VRD et économiste. Économiste aussi. On n'avait pas de sociologue, mais on aurait pu aussi avoir un ou une sociologue aussi au sein de l'équipe. Mais à l'époque, on n'y avait pas pensé. Et sur l'aspect opérationnel, maintenant, on est sur un paysagiste qui est la tête de pont et avec un architecte et un bureau d'études VRD aussi. Je trouve important que le paysagiste prenne en tête les choses parce qu'il y a beaucoup de réflexions alors, sur la construction, la démolition, la rénovation et autres, mais beaucoup de réflexions autour de l'espace public aussi et des aménagements. Et on trouvait important que ce soit le paysagiste qui prenne la tête du groupement par rapport à ça. Ça marche. Une autre question qui porte davantage sur le cadre de la participation. Il est parfois recommandé de rédiger un mandat pour la participation, ce qui permet de donner un cadre clair et transparent à la participation du public. Est-ce que vous avez établi un cadre similaire ou est-ce que vous avez simplement partagé peut-être à l'oral celui-ci lors des divers événements participatifs? Essentiellement l'oral. Hein. Très bien, essentiellement à l'oral. Et ben, ça fait le lien avec une autre question qui vient d'arriver également. Quels canaux d'information avez-vous mobilisés pour atteindre les publics internes, externes,
les communes, les EPCI, la presse, etc. Alors, localement, on a fait du boitage dans un périmètre relativement large autour du projet, la presse locale, bien sûr, Internet, enfin, tout ce qui est aujourd'hui multimédia. Notre panneau lumineux qui trône au milieu de la place du Mont. Voilà. Et ça, essentiellement, c'était ça pour capter notre public. Et ça, c'était essentiellement pour essentiellement, surtout pour la première réunion, du coup, pour pouvoir toucher les premiers acteurs, hein, avoir vraiment du porte-à-porte aussi pour déposer les choses dans les boîtes aux lettres, enfin, sur les riverains les plus proches, et puis avoir des canaux, je dirais, classiques, des classiques sites internet de la commune, panneaux lumineux, effectivement, et la presse aussi pour inviter les gens à venir. Et ensuite, il y avait aussi sur place, à l'issue de la première réunion, de quoi noter son adresse mail de manière à ce qu'on puisse prévenir les gens des événements suivants, des temps d'échange suivants et de travaux. Et du coup, voilà, tout le monde s'est inscrit et ça permet de créer aussi une liste de diffusion qu'on réutilise régulièrement maintenant pour avoir le contact avec les gens et quand on a des points d'étape à faire sur les différents sujets. Sachant que cette liste de diffusion est utilisée après aussi pour la diffusion des comptes rendus des différentes réunions et des comités de pilotage. Et quand on dit comité de pilotage, comme je disais tout à l'heure, on avait des représentants des différentes structures. C'était important pour nous d'avoir ces temps-là de comité de pilotage en dehors des temps d'atelier, sur un comité de pilotage qui était un peu plus restreint le nombre de personnes dans l'atelier, mais qui était quand même assez conséquent. Je ne sais plus combien on était. On devait être pas loin d'une trentaine, je pense, peut-être dans ce comité de pilotage-là. Et tout le monde avait, si on peut dire, un droit de vote, avait la parole, quoi, si on peut dire. Donc voilà, c'était important pour nous que ces différents acteurs soient représentés. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est peut-être des moments qu'on n'a pas, nous, vécu en tant qu'élus. Mais je pense qu'aussi, au sein des riverains et citoyens, il y a eu aussi des temps d'échange entre eux pour différents échanges sur les scénarios possibles et de se dire, ah, moi, je préfère celui-là ou cet aménagement-là, en l'occurrence, donc avant de décider collectivement des choses. Très bien. Et on a une dernière question qui est peut-être plus une question d'ouverture. On vous demande quel est finalement le bilan, bénéfice, coût, mais pas seulement financier, mais que vous retirez en tant qu'élu de cette participation citoyenne, puisqu'on sait que ce type de démarche peut amener à exposer davantage les élus. Voilà, quel bilan vous en tirez et quel constat vous souhaiteriez la partager avec nous? Alors, je vais prendre la parole le premier, étant un vieil élu. Donc, je suis à ma 30e année d'élu. C'est vrai qu'au départ, cette démarche expose beaucoup, comme je l'ai dit, mais vous l'avez dit d'ailleurs, mais comment dirais-je, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant de créer ce contact, ce lien, et d'échanger avec les administrés, mais pas échanger sur un projet établi, mais échanger, comme disait Marc, et échanger sur la co-construction de ce projet. Et ça, c'est très, très important. Et on voit bien que dans tous les projets que nous avons pu réaliser en co-construction, nous n'avons pas de remarques après. Après, ça roule, quoi. Si on prend le cas de l'école élémentaire que nous avons rénovée donc, en 2018, donc c'était les phases préparatoires 2016-2017. Comment vous dire, à l'issue de cette co-construction, tout le monde s'est retrouvé, y compris le personnel, parce que le personnel était associé aussi au comité de pilotage. Comme le personnel communal qui travaille dans cette école était aussi partie prenante à toutes les réunions et a retrouvé aussi les points spécifiques, comment dirais-je, apportés par ce personnel ont été pris en compte. Donc après, ça déroule. Au niveau des enseignants, pareil. Ça, l'équipe enseignante a changé sensiblement, quoique très peu, mais bien dans cette école du coup. Mais tout ça, ça a été pris en compte, quoi. Donc il y avait aussi des associations de parents d'élèves, de l'amicale laïque. Chacun avait le droit d'apporter ces éléments et tout était analysé, pesé, se pesé, et puis
ça apporte après un grand confort pour les élus que nous sommes. C'est vrai que derrière, il n'y a pas de tension. Et si je fais un petit parallèle par rapport à la présentation du projet de l'école, donc on arrivait pratiquement en phase de travaux, hein, parce que là, tout était carrossé. Nous avons fait une réunion publique aussi pour présenter le projet aux parents d'élèves. Donc, une bonne participation aussi en présentiel, mais au niveau des questions, par rapport au projet, est fortement déçu, parce que la majorité des questions ont porté sur le stationnement des véhicules des parents lorsqu'ils venaient déposer leurs enfants à l'école. Et à un moment, j'ai bien dit que nous allons faire un investissement de 2,2 millions pour améliorer cette école. Et derrière, ce qui vous importe, vous, c'est le stationnement de voiture pour quelques minutes quand vous amenez votre enfant à l'école. Je suis fortement déçu. Et donc, voilà, après, on voit bien que l'approche des utilisateurs n'est pas la même. Chacun n'a pas la même perception. D'où l'intérêt, effectivement, de travailler avec les utilisateurs, avec les habitants des quartiers, pour élaborer les projets. Et ils se sentent aussi, du coup, acteurs de leur projet et partenaires de ce qui est construit. Pour moi, c'est très, très enrichissant. Marc, oui, moi je suis, comment dire, on est convaincu de la méthode et c'est quelque chose qui sera, je l'espère, renouvelé régulièrement avec nous, élus ou d'autres élus à suivre. Voilà, j'espère que ce sera un héritage qui continuera. Et effectivement, sur cette notion-là de temps de réflexion, il est important, temps d'échange, il est important. Et ça permet aussi à tout à chacun non pas de se dire on impose les choses, mais on travaille tous ensemble autour du projet et chacun se sent un petit peu ambassadrice ou ambassadeur du projet au final. Il y a une forme, alors, pas pour ne pas prendre en charge ces notions-là, parce que, comme le disait François, c'est au bout du bout, c'est les élus qui votent le projet et qui déclenchent aussi la réflexion sur le projet, mais il y a une forme un petit peu de dilution, je dirais, de responsabilité. Tout le monde se sent un petit peu responsable du projet et se sent investi un petit peu de présenter, de travailler et aussi de restituer aussi tous ces travaux-là auprès d'un autre public qui viendrait pour expliquer un petit peu tous les échanges qu'il y a pu avoir sur les différents projets. Donc, c'est une méthode qui est certes peut-être plus chronophage en temps de préparation, en temps de travail et avant la phase, je dirais, plus opérationnelle des choses, mais qui a une importance folle. On ne fera jamais 100% de convaincus ou de gens réjouis de différents projets, mais je pense que le pourcentage de déçus sera largement diminué, en tout cas. Merci de nous partager votre bilan personnel. Je propose qu'on prenne une toute dernière question pour finir à l'heure. Et donc, nous avons une nouvelle question dans le chat. Est-ce que le projet a nécessité une évolution du PLU avec une nouvelle concertation réglementaire et une enquête publique? Non. Nous avions une OAP sur ce projet. Très bien. Eh ben super, c'est une réponse concise. Je me permets de relayer le commentaire de Madame Coda Poiré dans le fil de discussion qui s'est perdu dans les messages et qui partageait son retour, un projet participatif important et bien mené. Bravo à vous, un bel exemple et des idées pour des projets moins ambitieux ailleurs. Voilà, je la rejoins. Je pense que votre témoignage est plein de sagesse et de bonnes recommandations qu'on invite à essaimer sur l'ensemble des territoires. Je propose qu'on donne la parole à Nathalie Chargy de nouveau pour clôturer le webinaire. Allez-y, bien sûr. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées. Quand on parle de partager, d'échanger et autres, donc effectivement, il y a les différents types de visites qui peuvent être organisées par les différents partenaires aussi sur les territoires. Mais si certains veulent prendre contact avec la commune pour venir en présentiel, je dirais, sur notre commune et au sein du quartier et qu'on puisse
échanger sur la méthodologie, mais pas que, hein, sur les aspects techniques ou autres, qui n'hésitent pas à prendre contact avec la mairie de Saint-Martin pour venir à notre rencontre. On les accueillera avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Je vous invite à partager votre adresse peut-être dans le fil de discussion si vous le souhaitez, pour qu'on puisse revenir vers vous. Et donc, je permets de donner la parole à Madame Chargy pour le mot de la fin. Eh bien, un grand merci tout d'abord à nos témoins de ce webinaire. Un grand merci pour l'invitation qui, je pense, n'est pas tombée dans l'oreille de sourd parmi nos participants. J'espère moi aussi que l'expérience qui a été présentée aujourd'hui sera source d'inspiration pour les projets des autres collectivités. Et merci également à tous les participants de nous suivre dans cette aventure des territoires innovent. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le webinaire en question en suivant le mail que vous avez certainement reçu déjà dans vos boîtes, voire que vous allez recevoir incessamment sous peu. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver le support de présentation de l'expérience de Saint-Martin-des-Champs qui vous a été présenté. Il est disponible sur la page internet du site de la Dreal Bretagne dédié au territoire innove. Comme je le disais en ouverture, ce n'est pas très compliqué. Si vous ne retrouvez pas le lien, c'est simple. Allez directement sur la page d'accueil du site internet de la Dreal Bretagne. Vous y trouverez en bas de page un lien direct vers la page Les Territoires Innovent. Et vous trouverez donc sur cette page dédiée toutes les ressources qui ont été produites depuis la création du cycle en 2020. Donc beaucoup de thématiques qui ont pu être abordées et d'expériences partagées. Vous trouverez les supports de présentation, les fiches de capitalisation qui synthétisent chacun des événements, des interviews complémentaires sur certaines thématiques et les liens vers les replays que vous pouvez également consulter directement sur la chaîne YouTube Les Territoires Innovent. Je vous invite à consulter ces ressources. Elles sont riches, elles portent sur de nombreuses thématiques qui ont été traitées et les expériences partagées sont toujours pertinentes aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dès jeudi pour le témoignage d'expérience de Grand Fougerêt sur la même thématique qu'aujourd'hui et je souhaite à toutes et à tous une bonne journée.